Entre les plus célèbres, il a ainsi fait un portrait du roi wisigoth Théodoric II, présenté comme plus romain que les Romains. Théodoric est beau, c'est un roi noble, ses banquets sont dignes. Il sait perdre au jeu avec panache, bref, il incarne tout ce qu'un homme vertueux devrait être. Ce portrait n'est pas innocent. Le beau-père de Sidoine, Avitus, vient de devenir empereur d'Occident avec l'aide des Goths. Du coup, on renvoie l'ascenseur. Mais la situation politique est assez instable et bientôt Sidoine a quelques soucis avec les Visigoths qui entre-temps ont changé de roi. Pendant un moment, il va même se retrouver dans une sorte de captivité, plutôt confortable, je vous rassure, on va pas le plaindre non plus, mais cette captivité le déprime totalement. Et alors là, les Goths ne lui plaisent plus du tout. Ses voisines Visigoths puent, elles font du bruit la nuit, elles l'empêchent de dormir. Quelques années plus tard, ça va pas l'empêcher quand même de changer encore une fois de posture. Et finalement, travailler pour la cour des Visigoths, c'est plutôt pratique, et il va se remettre à écrire beaucoup de bien de leur roi. Bref, on sait pas trop quoi penser de ces barbares. Plus compliqué encore, il est très difficile en réalité de déterminer au premier coup d'œil qui est barbare et qui est romain. Tous sont chrétiens, pour la plupart, même si de tendances différentes et souvent très difficiles à distinguer. La question de la langue n'est plus un critère non plus. La plupart des barbares parlent en réalité latin au 5e siècle, et leur mode de vie se rapproche de plus en plus de celui de Rome. Et il y a certaines curiosités. Par exemple, les tombes barbares continuent à beaucoup poser de questions aux archéologues. Ces gros tombeaux où on retrouve beaucoup de matériel guerrier ne sont pas très romains ni très chrétiens en apparence. Et pourtant, on n'en trouve pas dans les terres d'origine supposée des barbares. Du coup, plus qu'une invasion culturelle, ce serait surtout de nouvelles pratiques qui seraient nées. Et les noms alors ? Un barbare, ça a forcément un nom barbare. Sauf qu'en réalité, il est pas rare que des barbares finissent par romaniser leur nom, ou plus tard, au contraire, que des Romains pur jus finissent par aller faire évoluer leur nom vers des noms à sonorité barbare. À chaque fois, ce sont surtout des choix, on va dire, pour s'adapter à l'élite du moment, puisqu'on essaye de suivre le sens du vent pour faire évoluer sa carrière, tout simplement. Le choc entre les Romains et les barbares n'a donc pas été aussi radical que ça. Oui, il y a eu des épisodes particulièrement violents. Oui, des barbares se sont créés des royaumes au sein de morceaux de l'Empire, mais souvent en préservant leur lien avec Rome. Même les Vandales, en créant leur royaume en Afrique du Nord, aspiraient avant tout à s'approprier un morceau riche de l'Empire tout en gardant des liens avec lui. Rome s'est-elle vraiment effondrée alors ? Tout dépend de ce que l'on appelle un effondrement. Oui, l'Empire d'Occident a disparu. En 476, il n'en restait déjà plus grand-chose. Rome a longtemps continué à exister dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Empire byzantin, mais que longtemps, ses habitants voyaient comme le légitime Empire romain. Et le mode de vie romain alors ? Là encore, tout dépend de quoi on parle. Dans les campagnes, la vie ne devait pas être bien différente selon qu'on vivait sous domination romaine au IIe siècle ou dans un royaume franc quelques centaines d'années plus tard. Et dans les villes ? La transition était déjà amorcée de longue date, que ça soit politiquement, religieusement, socialement ou même dans l'habillement, le pantalon ayant depuis longtemps supplanté la toge lors de la chute de l'Empire. Une grande partie de notre incompréhension de la période vient du fait que dans notre esprit, Rome n'avait pas changé depuis Jules César. Un peu comme dans la saison 6 de Kaamelott, où Rome est représentée telle qu'elle était au sommet de sa gloire et pas du tout à sa chute. Les barbares ont au contraire opéré de grandes synthèses, notamment du point de vue légal. Avec le temps, tout ce qui semblait néfaste dans le Moyen-Âge a été attribué aux barbares. Par exemple, les hommes de la Renaissance trouvaient l'art gothique très moche. C'est pour ça qu'ils lui ont donné ce nom comme si c'était une création barbare. Mais en réalité, pas du tout. Idem, la domination des seigneurs serait-elle un héritage barbare ? En réalité, déjà à la fin de l'Empire, plusieurs grandes réformes de l'impôt avaient conduit à cette suprématie de grands notables qui étaient chargés de le collecter. Et le partage des royaumes barbares alors, comme celui du royaume franc à la mort de Clovis. Ça ne pouvait être qu'un héritage de ces rustres pour les historiens du 19e attachés à l'intégrité de ces territoires. Eh bien là encore, pas du tout. Ce partage complexe était là aussi quelque chose que les Romains avaient pratiqué à plusieurs reprises à l'échelle de leur empire. Oui, le monde a indéniablement évolué entre la Rome de César et celle où Charlemagne s'est fait couronner empereur plus de 800 ans après. Mais pas à cause d'une rupture nette et brutale, bien plus par des évolutions souvent très lentes. En fait, c'est surtout un regard moderne qui forge notre image du barbare. Ces barbares qui cassent tout sont notamment apparus quand les érudits français se sont fascinés pour l'Italie. Mais les ruines de Rome, que l'on peut observer aujourd'hui,
ont en fait bien plus souffert de la réutilisation des matériaux pendant des siècles et des siècles que des sacs de 410. C'est vraiment à partir du 19e siècle que l'image du barbare venu du nord-est, violent et semeur de désolation, s'est imposée en France. Mais pourquoi ? Parce que dans la tête des historiens patriotes de cette époque, le barbare, c'était l'ancêtre de l'allemand. Et, éventuellement, des rois qu'on avait chassés lors de la Révolution. Dans tous les cas, ce n'étaient pas des gens dont il fallait avoir une image positive. A l'inverse, pour les Allemands de la même époque, les barbares, les Germains, c'étaient de glorieux ancêtres dont il fallait être fier, qui avaient régénéré Rome en mettant fin à sa décadence. Et chacune de ces positions très caricaturales a fait son chemin dans l'art, dans la littérature, plus tard dans le cinéma. D'autres obsessions, d'autres grilles de lecture sont venues s'ajouter à tout ça. Les scandales sanitaires ont fait naître la réflexion sur le saturnisme par exemple, comme si une intoxication au plomb pouvait à elle seule expliquer un supposé effondrement de civilisation. Et en réalité, à chaque fois que notre société vit un événement, c'est un prétexte pour se questionner sur notre passé et développer de nouvelles théories. Tiens, par exemple, à notre époque, c'est la question climatique qui inquiète. C'est une explication qui vient également s'ajouter à la chute de Rome. Et attention, elle n'est pas du tout à jeter. Il y a eu une crise climatique qui est effectivement survenue à l'époque, mais elle n'explique pas à elle seule une chute qui reste en fait à trouver. Aujourd'hui, les identités nationales sont de plus en plus mélangées, beaucoup se retrouvent dans une approche plus tournée vers des transferts culturels, les échanges et les transformations, comme dans cette vidéo. C'est par exemple une approche très bien détaillée dans des conférences de l'historien Bruno Dumézil, dont vous pouvez aussi retrouver la BD qui est derrière moi. Mais inversement, certains vont aussi relire à nouveau cette période des invasions barbares en se servant du contexte géopolitique actuel. Ils vont utiliser les Goths, les Francs, les Burgondes pour dénoncer l'immigration qu'ils détestent, décalquer la décadence supposée de Rome sur celle qu'ils croient voir aujourd'hui. Et bref, il y a un choc des civilisations fantasmées d'hier pour annoncer celui qu'ils craignent demain. Et au final, les sources ne nous permettront jamais de comprendre de façon assez précise ce qui s'est passé à cette époque. Beaucoup dépend de l'angle avec lequel on analyse tout ça. Mais les barbares ont autant à nous apprendre sur eux que sur nous, car finalement, ce qu'on écrit sur leur sujet en dit bien plus sur celui qui tient la plume que sur eux. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Antoine de la chaîne Histony pour la préparation, n'hésitez pas à retrouver sa chaîne que je vous mets en description, elle est vachement bien. Et puis comme je vous le disais en début de vidéo, j'avais passé un petit message, eh bien je suis désormais présent sur Twitch et à ce moment-là, vous êtes en train de regarder la vidéo, je suis en live sur Twitch une fois que j'ai uploadé cette vidéo. Bien sûr, si vous la regardez dans une semaine ou dans 3 heures, ça sera peut-être fini, mais en tout cas, il y aura les rediffs, et puis vous saurez que je suis sur Twitch, où l'on fait pas mal de choses. On peut faire des épisodes ensemble, on peut faire du gaming, des rencontres, pourquoi pas, avec des historiens, on fait du dessin, on fait pas mal de choses. Bref, je suis assez régulièrement connecté, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Là, on va faire un épisode en direct sur la Rome antique, justement, et sur le voyage.